une autre conséquence, c'est que les auteurs de ces crimes, conscients que la vérité est de plus en plus connue, se disent, s'il y a un pouvoir qui arrive, qui les supplante, c'est sûr que ces crimes vont être mis sur la table de la justice et ils vont être poursuivis avec le risque même d'aller soit aux tribunaux internationaux comme à la CPI. Alors il faut coûte que coûte se maintenir au pouvoir pour qu'une telle chose n'arrive pas. Et voilà encore donc une autre conséquence très néfaste de cette politique ou de ces assassinats. Et troisième conséquence, c'est qu'on a banalisé la vie humaine et on a tourné le dos à la justice, à l'équité. Maintenant, on peut tuer, on peut emprisonner crapuleusement avec à la clé le mensonge, la désinformation pour justifier tous les actes criminels que l'on pose. Bonjour, bonsoir, Monsieur Jean-Pierre Anyangoy. Vous êtes le président du Parti du Peuple, le PAP. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui et surtout de votre disponibilité. Nous allons parler des assassinats de mars 1977. Il y en a eu beaucoup, mais nous savons que cela a eu pour premier assassinat, bien entendu, du président Marien Ngouabi. Et comme pour maquiller le crime, eh bien, il y a eu des procès, j'allais dire, expéditifs. On a parlé de la cour martiale, des gens y sont passés, ont été exécutés au petit matin, qu'on appelait ça. Et parmi ces personnes, il y a eu des personnalités politiques, un ancien président de la République, Alphonse Massamba Deba, qui avait été aussi exécuté après un procès stalinien, bien entendu. Il y a eu l'exécution d'un cardinal, le seul que comptait d'ailleurs le Congo-Brazzaville, le cardinal Émile Biayenda, qui a été tué, mais il y a eu d'autres aussi, d'autres cadres, j'allais dire militaires, des officiers militaires qui sont morts dans cette même période. En fait, ça a été une vague d'assassinats, des crimes, on dirait, odieux. 45 ans après, on a toujours, et c'est là l'impression que j'ai, on n'a jamais su les auteurs ou l'auteur de ces crimes. Alors, s'ils sont nombreux, on n'a jamais su réellement qui a tué Marien Ngouabi et qui a fait exécuter les autres cadres politiques et militaires. Aujourd'hui, nous allons également parler des conséquences que cela a sur la vie politique, économique et sociale aussi du Congo-Brazzaville. Bienvenue et merci d'être avec nous sur le plateau, Monsieur Jean-Pierre Anyangoy. Bonjour, Christian Perrin. Une fois de plus, je suis content de vous retrouver sur votre chaîne, notre chaîne des 100 voix. Et donc, je salue toute l'équipe, y compris ceux qui sont derrière vous, qui travaillent dans l'ombre. Et je salue tous vos éditeurs. En tout cas, merci beaucoup surtout de votre disponibilité. Alors aujourd'hui, je disais, on va revenir sur les crimes de mars 1977, notamment l'assassinat du président Marien Ngouabi et aussi les hauts cadres politiques, militaires du Congo-Brazzaville. J'ai cité l'ancien président de la République, Alphonse Massamba Deba, le cardinal Émile Biayenda et bien d'autres qui ont été exécutés dans cette même période. L'impact que cela a sur la vie socio-économique et politique du Congo-Brazzaville. On va commencer par le contexte d'abord des événements. Christian Perrin, qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce qui s'est passé réellement
au mois de mars 1977. Comme vous, comme bien de compatriotes congolais, je ne peux pas dire que j'en sais plus. Et je ne peux pas non plus dire que je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, 45 ans après, la grande majorité des Congolais a fini par comprendre et savoir ce qui s'est passé, même si cela ne revêt pas un caractère officiel, parce que les versions officielles ont été elles-mêmes souvent démenties, notamment par la conférence nationale souveraine qui a eu lieu en 91. Mais depuis la conférence, je peux dire que la majorité des Congolais sait de quoi il s'est agi. Maintenant, s'il faut faire un recul, à cette époque, j'étais moi-même encore étudiant à Cuba. J'étais en année terminale de mes études et j'étais responsable de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise à Cuba avec une grande responsabilité d'encadrement des jeunes et de propagation de la politique du Parti congolais du travail avec son organisation de jeunes auprès des Cubains et des autres Africains et Latino-Américains qui étudiaient là-bas. Alors, quand nous avons appris cet événement comme un coup de tonnerre, l'assassinat du président Marien Ngouabi en pleine journée à 14h30, en plein état-major, où était sa résidence, ça sonnait vraiment comme une surprise, comme un rêve, comme un cauchemar. Et je dois dire qu'à la fin, cela n'a plus surpris quand on s'est remémoré qu'avant que cela n'arrive, Marien Ngouabi, président du Parti congolais du travail, était toujours dans un processus de recherche de l'honnêteté, de l'éthique des cadres du parti et prônait ce qu'on appelait l'épuration du parti pour rechercher des cadres intègres et dénoncer toujours des tortures à double carapace au sein du parti. Et donc, avait dans cette recherche, dans cette quête de l'éthique et de l'efficacité dans la gouvernance politique et économique, tentait déjà des alliances ou des réconciliations avec le président Massamba Deba, avec les curés, et il y a des écoles catholiques, les écoles qui avaient été nationalisées. Et maintenant, on sait que son entretien avec le cardinal Émile Biayenda était des écoles catéchisées à l'Église catholique. Ceci dans le souci de rétablir le niveau de l'enseignement dans notre projet qui commençait à connaître le déclin. Donc, on avait des raisons pour lesquelles il y a une tentative pour Marien Ngouabi d'essayer de se rallier avec le président Massamba Deba, qui avait dirigé le succès sur le plan économique. Donc, il avait besoin de cette alliance pour redorer notre blason économique, retisser les alliances avec les missions catholiques ou évangéliques au plan de l'éducation. Et au niveau du parti, il voulait rénover l'équipe politique au sein du PCT. Donc, voilà un peu cet environnement qui, pour les uns, les menaçait, leurs intérêts, et pour d'autres, c'était un certain espoir. Et voilà, la menace était là. Et c'était pas aussi étonnant quand Marien Ngouabi lui-même, le 8 mars, c'est-à-dire, on peut dire 2 semaines avant l'assassinat, annonçait au cours d'un meeting avec les femmes de l'URFC que lorsque ton pays est sale, s'il faut le laver même au besoin avec son sang, ben, il faut le faire. Donc, il percevait déjà le danger. Il savait déjà qu'il était menacé par tout ce qu'il voulait faire
qui menaçait les intérêts de certaines personnalités au sein du pouvoir. Donc, je disais qu'après, avec le recul, on avait tout de suite compris que cet assassinat était lié à cet environnement politique qui était caractérisé par une crise politique, économique, culturelle, et par la volonté de Marien Ngouabi de vouloir redresser la barre et d'essayer de rassembler tous ceux qui pouvaient contribuer à cette œuvre. Vous savez que Marien Ngouabi, on peut lui reprocher beaucoup de choses, ses impulsions, mais c'était un monsieur du dialogue, c'était un monsieur ouvert. Aujourd'hui, nous parlons de la conférence nationale souveraine de 91, mais souvent on oublie qu'avant l'effondrement du mur de Berlin et la vague de conférences nationales qu'il y a eu dans plusieurs pays africains, le Congo avait déjà en 1972 organisé à l'initiative de Marien Ngouabi une première conférence nationale à laquelle il avait convié tous les mouvements juvéniles et estudiantins contestataires de France, les Mbemba et bien d'autres qui étaient venus et qui avaient critiqué librement Marien Ngouabi, et personne n'avait été inquiété parce qu'il voulait réellement ressouder la nation, réconcilier la nation avec elle-même. Bref, Marien Ngouabi était donc ce monsieur du dialogue, ce monsieur qui était très ouvert, courageux, et voilà, il a été ainsi assassiné. Après, je dis encore avec le recul, avec les procès iniques qui ont eu lieu, les faux procès, d'abord la cour martiale, ensuite l'autre cour d'exception instituée, présidée par les caciques du PCT d'antan, avec Maître Koko comme avocat de la République. On sait qu'on a dit que c'était les Bakongo qui avaient tué Marien Ngouabi, ce qui a justifié ensuite la haine qui s'était déversée, la vengeance contre Massamba Deba, contre le cardinal. Mais aujourd'hui, on sait que c'était jamais les Bakongo qui avaient tué Marien Ngouabi. Et je disais tantôt que la plupart des Congolais aujourd'hui, avec les événements qui ont suivi, la guerre contre Anga dans les forêts du Congo à Ouando, c'était comme l'affaire des mafieux qui, après avoir obtenu un butin, s'il y a un plus malin, et chacun essaie de récupérer sa part. Et voilà ce qui a justifié la guerre acharnée contre Anga. Et après, on a eu le CMP, bien sûr, on a eu enfin et surtout la conférence nationale où il y avait une commission spéciale sur les assassinats. Cette commission, sous la conduite du président de la conférence, paix à son âme et hommage à sa mémoire, Monseigneur Ernest Kombo. Ernest Kombo, oui, avait fait un point sur les assassinats, et ce rapport, il existe. Les Congolais, son extérieur, dans les milieux diplomatiques, sont en possession de ce rapport qui certainement a édifié tout le monde, ceux qui assassinent. Maintenant, voilà donc ce que je peux dire comme une surprise. On était bousculés. On a reçu les enfants Marien Ngouabi, le jeune Marien Ngouabi et le jeune Roland Ngouabi, qui venaient juste après l'assassinat de leur papa. J'ai eu l'avantage, en tant que responsable de l'UGC, de les avoir à côté, même Roland de le porter sur mes jambes, comme chez nous au village, quand un enfant éprouvait, les papas ou les aînés l'encouragent. Il pleurait, il ne cessait de pleurer. Il était vraiment inconsolable. Voilà ce que je peux dire à chaud sur ce que j'ai su, ce que je crois savoir de ces crimes odieux qui ont inauguré, on peut dire, ou accentué la pratique du crime dans la sphère de notre politique. Elle est devenue aujourd'hui comme le moyen de conquête et de conservation du pouvoir.
Mais il faut dire que ce qui s'est passé au mois de mars a été le point de départ principal de la politique de violence, d'intolérance que nous vivons aujourd'hui, parce que justement, ceux qui connaissaient et ceux qui étaient à la hauteur, plutôt à la base de ces crimes, ne veulent pas ou redoutent le jugement réel. Et pour cela, il faut conserver le pouvoir par tous les moyens. Aujourd'hui, pour la plupart, ils sont partis. Il ne reste plus très nombreux, tout au moins ceux qui géraient officiellement la situation à travers le PCT, le CMP, les institutions mises en place à cette époque. La plupart sont partis. Aujourd'hui, on peut dire qu'il reste le président au pouvoir, son directeur de cabinet, le général Louis-Sylvain Ngoma, et certainement d'autres témoins qui n'étaient pas partie visible, mais qui connaissent d'autres choses. Et du coup, la mémoire collective risque peut-être de ne pas avoir à vivre ce moment de vraie justice, mais l'histoire est ce qu'elle est. Nous savons que tôt ou tard, toutes ces vérités seront révélées et peut-être qu'il y en a qui répondront, soit à travers leur génération ou leurs complices qui n'étaient pas visibles en ce temps-là. En gros, il y a eu donc assassinat de Marien Ngouabi, assassinat du cardinal, soit disant qu'il aurait certainement anéanti la puissance de Marien Ngouabi pour permettre qu'on l'assassine. Alors que je vous ai dit ce que je sais, l'entretien qu'il avait eu avec le cardinal Biayenda n'avait rien à voir avec le pouvoir ou la protection, l'anéantissement des pouvoirs de Marien Ngouabi. Bon, le président Massamba Deba, on dit qu'il voulait reprendre le pouvoir, mais ce n'est pas lui comme tel qui voulait certainement reprendre le pouvoir, mais il y avait un besoin ressenti par le président Marien Ngouabi de se rapprocher de Massamba Deba dans une tentative de réconciliation, de redynamisation de l'économie nationale en utilisant les meilleurs fils du pays. Et enfin, il y a eu des éliminations sommaires de beaucoup de témoins gênants à travers la cour martiale et ensuite avec la cour où le maître Okoko avait excédé par son zèle. Je crois qu'aujourd'hui, lui au moins, il a été rattrapé par l'histoire. Si on pouvait l'interroger sur son discours lors du procès et son discours à la conférence nationale, je crois qu'il serait certainement très confus. Est-ce qu'en cette période-là, il n'y avait pas d'autres alternatives que de procéder, par exemple, par un assassinat d'un président de la République? De tout temps, l'assassinat politique ne peut pas être le meilleur moyen, ni le seul moyen d'accéder au pouvoir. En ce temps-là encore, déjà, même si on était dans un parti unique, c'était qu'il fallait l'éthique et l'autocritique au sein du parti pour sauvegarder l'unité, la cohésion interne. Dans du parti unique, la pratique du crime n'était pas autorisée, n'était pas inscrite dans les statuts ou le règlement intérieur de la Constitution ou les constitutions de cette époque. Là, ça peut être le meilleur moyen d'accéder au pouvoir ou d'éliminer un adversaire politique. En démocratie, c'est la compétition aux élections. Dans les systèmes qui étaient le monopartisme, c'était la critique et l'autocritique, et puis on mettait le camarade, entre guillemets, à qui on reprochait des choses, on le mettait à l'écart, on le sanctionnait, on l'excluait du parti ou on le suspendait de ses fonctions et on élisait quelqu'un d'autre au sein du parti. Donc, en gros, en bref, ce n'était pas la seule solution, c'était même pas une solution, mais la violence, le crime, c'est souvent l'arme des gens qui sont désespérés, qui n'ont pas d'argument, et donc ils ne peuvent que recourir à la force, à la violence pour imposer leur point de vue. Donc, je crois qu'il y a eu
comme je l'ai dit tantôt, des brides d'informations qui ont couru ou qui ont été diffusées. Avant ce crime, il y aurait eu des réunions en Pila, chez Yombi, chez le vieux Asemekang, perd son âme, Yombi perd son âme. Ben, il y a eu des réunions de concertation à ce niveau qui étaient des occasions ou des retrouvailles pour chercher les voies et moyens pour écarter Ngouabi de la présidence parce qu'on le reprochait de vouloir remettre le pouvoir du Nord ou le pouvoir d'Emboshi au Sud ou au Bas-Congo. Et il y a eu des hypothèses. Où est-ce qu'il fallait l'enlever? Est-ce que c'était à l'université où il allait? Est-ce que c'était à Ouando? Bref, ces rapports, je l'ai dit, il y en a qui ont eu l'occasion de les lire. Il y a eu il y en a qui ont dit non, il ne faut pas le tuer, il faut seulement le mettre à côté. Mais on ne sait pas pourquoi ils sont arrivés à cette extrémité de la violence du crime en l'éliminant physiquement. Et après, on peut dire, le vin était tiré et il fallait le boire jusqu'à la lie et le chemin du crime était emprunté et on s'est englouti là-dedans. Quand je dis on, les auteurs, pas nous, pas tous les Congolais, bien sûr. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'en cette période-là, ceux qui ont organisé cet assassinat aient pu contrôler toute la machine judiciaire, administrative et militaire? Cela veut dire que ça donne l'impression que c'est un coup qui avait été préparé depuis fort longtemps. Bon, en tout cas, je ne peux pas, je n'ai pas suffisamment d'informations pour dire depuis combien de temps ce complot aurait été préparé. Mais d'autres informations que j'ai pu avoir en son temps, c'était que l'armée était consignée, l'armée organisait des jeux militaires et c'est dans le même temps qu'on assassine le président. Donc, une armée consignée, une armée en pleine compétition et on assassine le président. Ça, rien que ce fait montre que ce n'était pas quelque chose de hasard, c'était quand même planifié, coordonné quelque part. Ensuite, quand les premières informations qu'on donne, on accuse un Mutando, ensuite on accuse un Uchu, et puis après, ce n'est plus cela, c'est maintenant les Bakongo, Massamba Deba, Kikadidi. Donc vous voyez qu'il y avait quand même, il devait y avoir forcément un noyau qui avait prémédité, planifié le coup et mis en place un mécanisme pour, d'un côté, faire de la diversion, de l'autre, trouver une explication plausible pour éliminer tous les témoins et bien sûr choisir les acteurs qui devaient accomplir ces besognes au niveau de l'armée, au niveau de la justice. Et la preuve, c'est que des gens comme Louis Sylvain Ngoma, qui était pourtant Premier ministre, colonel déjà de son État, Lettister Chikaya, qui était les responsables du parti au premier niveau, qui devait être le second du parti, ont été mis à côté. Ils n'ont pas essentiellement été mis à la tête de la prise des décisions, même si on peut dire qu'ils ont d'une manière ou d'une autre participé à certaines décisions, mais ils ont tout de suite été écartés. Alors, c'est comme on dirait le cas du Tchad où on assassine le président Déby, il y a des institutions qui prévoient que tel ou tel va prendre le pouvoir en cas de... Mais ce n'est pas ça qui se passe. On passe outre la Constitution. En ce temps-là aussi, en 1977, si c'est le parti qui commandait l'État, c'était Tister qui devrait être soit à la tête. Bon, s'il n'était pas militaire, mais lui, Sylvain Ngoma, qui était Premier ministre, aurait pu prendre la tête
du comité militaire du parti. Et pourquoi les choses n'ont pas été faites ainsi? Tout ça laisse entrevoir qu'il n'était pas dans le noyau concepteur du crime. Alors, nous sommes arrivés finalement en 1991, c'est la conférence nationale, et là, vous l'avez d'ailleurs rappelé, il y a eu une commission assassinat qui a tenté un peu de reconstituer tous ces événements, mais curieusement, toutes les décisions ou les conclusions qui avaient été tirées dans cette commission se sont envolées comme ça, sans effet. On ne sait plus à quel niveau ils étaient arrivés avec, et finalement même les procès qui devaient avoir lieu, normalement s'il y en avait bien entendu, puisque on avait quand même essayé de rétablir certaines responsabilités, et après, plus rien ne s'est fait. Que se serait-il passé? Il y a eu les commissions qui ont fait leur travail, qui ont rendu leur rapport. Il y a eu des recommandations, des résolutions proposées par chacune des commissions, adoptées par la Conférence nationale souveraine. J'avais eu moi-même aussi l'occasion de participer à cette conférence, qu'on avait adopté des actes, et parmi ces actes, il y en a qui établissaient les responsabilités. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu soit, je peux appeler ça une certaine naïveté, mais soit une meilleure intention, mais qui a été récupérée. N'oublions pas que Ernest Kombo était un prélat. C'est lui qui a présidé, je l'ai dit tantôt avec brio, ses travaux. Sincèrement, réconciliation, considérant qu'au cours de la conférence, les gens s'étaient défoulés, les gens avaient dit tout ce qu'ils avaient de mal et tout, et que le président, en disant qu'il assumait tout, bon, un prélat, c'est comme il est devant un chrétien. Devant un chrétien qui vient avouer ses péchés. Qui va faire la confession, et ben, donc Dieu t'a pardonné. Et donc, quand on a prôné maintenant le lavement, on a prôné le lavement des mains, mais c'était justement là, je crois qu'on a raté le coche, parce que ce lavement de mains n'était certainement pas sincère, parce qu'il fallait d'abord amener les gens devant leurs responsabilités, établir les responsabilités et même juger, et ensuite on pardonne. On aurait pu faire comme en Afrique du Sud, la vérité et réconciliation, initiée par Nelson Mandela. C'était quand même un acte où les gens, on établissait d'abord les responsabilités individuelles et tout. Les gens reconnaissaient ce qu'ils ont fait. Et après, il y a eu cette réconciliation. Mais là, les faits ont été globalement consignés. Il y a eu des actes. Après, pour les mettre en œuvre, bon, le gouvernement de transition aussi, il faut dire qu'il n'a certainement pas eu les coudées franches, parce que les gens étaient focalisés avec l'euphorie de la démocratie d'aller aux élections, croyant qu'on avait déjà tout réglé, mais c'était une erreur, on n'avait rien réglé dans le fond. Les gens sont restés avec leur amertume, dans leur peur d'être un jour sanctionnés, et ils ont fini par contrecarrer la mise en œuvre de tous les actes. C'était maintenant trié dans la mise en œuvre. Certains actes ont été mis en œuvre, d'autres ont été purement simplement mis sous coude, mais ces actes existent. Je ne pense pas qu'on les Est-ce que le lavement des mains pouvait empêcher l'application de ces actes qui avaient été pris par la conférence nationale? Ben, ça dépendait maintenant de comment ceux qui sont arrivés, qui ont pris les rênes du pouvoir après la conférence nationale, devaient apprécier. Pour certains, ils ont dû se dire, on a lavé les mains, cela relève maintenant du passé, où il ne faut pas réactiver les tensions. Ben, il y a eu certainement de bonnes intentions de dire, oublions ça, repartons sur de nouvelles bases. Mais je dis,
l'histoire malheureusement nous a rattrapés et aujourd'hui, le crime est revenu dans toute sa plénitude et a repris le dessus sur toutes les bonnes intentions qui avaient animé ceux qui ont dirigé la conférence nationale et qui ont pris les commandes de l'État après la conférence nationale, en l'occurrence le gouvernement de transition et puis ensuite le gouvernement démocratiquement élu après la transition. Je me souviens, le professeur Pascal Lissouba, quand il y a eu un vol d'armes à Gamboma, et d'aucuns ont pensé que c'était le moment de sanctionner durement les auteurs de cet acte. Et j'ai cru entendre en son temps que le président Pascal Lissouba avait estimé qu'on ne donnera jamais l'occasion à ceux qui ont pris ces armes de les utiliser. Mais on sait la suite. Ce sont ces armes qui ont qui ont servi au déclenchement de la guerre de 1997, c'est-à-dire 20 ans après. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut donc dire de ces crimes à la date d'aujourd'hui, l'impact que cela a eu dans la vie économique, politique et sociale du Congo-Brazzaville? L'impact, le tout premier impact, ça a été l'aiguisement de la division nord-sud. Lorsqu'à tort, on a lancé cette idée des Bakongo qui ont tué Marien, et cette idée s'est greffée sur l'ancien conflit de 1959, qu'on appelait la guerre nord-sud, et on vient comme réactiver cette rancune en disant ce sont les Bakongo qui ont tué Marien Ngouabi, alors que la vérité n'est pas celle-là, et on crée cette scission artificielle du Congo. Même on agit mal, on gouverne. Ceux qui disent non, c'est ceux qui veulent enlever le pouvoir à ceux qui dirigent pour le donner au sud. Suivent ces événements et se mettent en position de victime. Et donc, ce perd pour un repli identitaire laisse les mauvais acteurs de la politique, les mauvais acteurs de la gouvernance de notre pays, qui sont aussi bien au nord qu'au sud. Ils sont là ensemble, ils gèrent mal, mais ils entretiennent cette division artificielle nord-sud au point où tous ceux qui tentent de renverser le pouvoir s'apparentent soit aux revanchards du sud ou aux traîtres du nord qui veulent prendre le pouvoir du nord pour donner au sud, ils sont des traîtres. Et ceux du sud qui pensent qu'on gouverne mal, on considère que ce sont des revanchards. Et du coup, on n'a plus l'objectivité dans l'analyse de ce que nous vivons. Les crises politiques, économiques, sociales ne sont plus vues du point de vue de l'angle des actes posés par des individus, mais c'est vu maintenant sous l'angle nord-sud. Ça, à mon avis, c'est une des conséquences néfastes de ces crimes de 1977. De l'autre, un autre élément, une autre conséquence, c'est que les auteurs de ces crimes, conscients que la vérité est de plus en plus connue, se disent, s'il y a un pouvoir qui arrive, qui les supplante, c'est sûr que ces crimes vont être mis sur la table de la justice et ils vont être poursuivis avec le risque même d'aller soit aux tribunaux internationaux comme à la CPI. Alors il faut coûte que coûte se maintenir au pouvoir pour qu'une telle chose n'arrive pas. Et voilà encore donc une autre conséquence très néfaste de cette politique ou de ces assassinats. Et troisième conséquence, c'est qu'on a banalisé la vie humaine et on a tourné le dos à la justice, à l'équité,
Maintenant, on peut tuer, on peut emprisonner crapuleusement avec à la clé le mensonge, la désinformation pour justifier tous les actes criminels que l'on pose. Et enfin, l'autre conséquence, c'est que la population est traumatisée et n'a même plus la mesure de sa responsabilité historique en tant que le souverain primaire, donc le détenteur du pouvoir, au point où on ne peut pas revendiquer librement ses droits. On peut aller au vote, mais on ne veut pas faire prévaloir son droit de vote et ce qu'il en sort parce qu'on a peur d'être victime du crime qui sera toujours impuni. Et nous sommes là donc dans une situation dramatique, même si les quelques auteurs de départ de ces crimes venaient à disparaître tous parce qu'ils sont aussi appelés à mourir, qu'on le veuille ou pas. Mais ce qui a déjà été injecté dans la mentalité collective et surtout de ceux qui sont au pouvoir, c'est qu'il faut se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Et ça fait qu'il faut qu'il y ait un véritable sursaut de sentiment national, de l'unité nationale pour dépasser les clivages dans lesquels on nous entretient et dire dans ce Congo, il appartient à tous les Congolais et que ce Congo n'a pas de nord-sud du point de vue des intérêts. Les intérêts des Congolais du nord et du sud sont les mêmes. Les malheurs qui frappent les Congolais du nord sont les mêmes que ceux qui frappent les Congolais du sud, notamment quand on sort de Brazzaville. Même quand on est à Brazzaville, je ne sais pas s'il y a eu une grande différence notoire dans la vie des quartiers populaires de Brazzaville, de Nord Brazzaville et des quartiers populaires du Sud Brazzaville. Tous les Congolais à Brazzaville sont astreints au manque d'eau, au délestage électrique, de l'électricité, aux problèmes de soins. Alors si on ne se saisit pas pour pointer du doigt les véritables maux dont nous sommes, mais qu'on n'arrive pas à résoudre, à résorber ces problèmes, on nous promet l'émergence, le développement, mais on recule. Vous assistez, je venais d'entendre, de lire dans les réseaux sociaux congolais qu'ils peuvent dès hier soir aller dans les robots pour toucher les législatives qui pointent candidats pour que les salaires soient garantis. Mais bon Dieu, qui a dit que c'est en votant les députés du PCT, c'est la gouvernance du PCT qui assure les salaires? Avant le PCT, les salaires des Congolais n'étaient-ils pas payés? Avant les gouvernants actuels, les salaires des Congolais n'étaient-ils pas payés? Et avec les gouvernants actuels, il n'y a pas eu de moment de retard de salaire? Et qui peut alors lier le paiement des salaires comme si c'était un exploit d'un gouvernement? Mais les autres pays du monde payent tous leurs salaires, tous leurs fonctionnaires. Ce n'est pas un exploit. Nous suivons tous les réseaux sociaux quand on présente le bilan de Macky Sall en 10 ans de sa gouvernance, les réalisations d'hôpitaux, des routes, des ponts. Mais c'est vrai, il y a eu un moment comme ça de la gouvernance du PCT où on a eu ce petit développement où on construisait des ponts, où on avait fait le barrage de Momokoukoulou. C'était bien, tout le monde était content. C'était pas que les gens du Sud qui s'en réjouissaient. Et les ponts, on les construisait un peu partout. C'est ça ce qu'on veut des gouvernants. Mais ce n'est pas se vanter de payer les salaires des fonctionnaires. Mais pourquoi ne se vante pas de payer les pensions aux retraités? Et quand sur 36 mois, 37 mois de retard de pension, lorsqu'on paye un mois de pension, on fait des communiqués à la radio, mais c'est la honte nationale. Et ces communiqués
à la radio sont suivis à travers le monde. Quel est ce pays qui se glorifie, où le gouvernement se glorifie de payer un mois de pension aux retraités alors qu'ils en doivent 36 ou 37? Quel est ce gouvernement qui doit se glorifier parce qu'il a payé ses fonctionnaires? Au lieu de se glorifier parce qu'il a réduit la pauvreté, au lieu de se glorifier parce qu'il a créé les conditions pour que tous les enfants du Congo aillent à l'école dans des conditions décentes, au lieu de se glorifier parce qu'on a créé les conditions d'accès aux soins de santé à tous les Congolais, on se glorifie de payer les salaires. Bon Dieu, quel ridicule, quelle honte! Évidemment, quelqu'un disait que la honte a déjà quitté le Congo, la République est à l'extérieur. Tout à l'heure, vous avez rappelé que le Congo appartient à tous les Congolais, mais on se rend bien compte qu'il y a, comme qui dirait, le quoi qu'il en coûte pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ne veulent pas lâcher alors qu'ils sont bien conscients que le pays est à terre. Et ce n'est pas moi qui le dis. Tous les rapports qui sont faits sur le Congo-Brazzaville, les témoignages qui ressortent du Congo-Brazzaville montrent que plus rien ne va. Et de l'autre côté, vous avez également aussi rappelé que la population est résignée, elle a peur. Alors, jusqu'où ira-t-on avec ces deux, j'allais dire, l'attitude où la population résignée, de l'autre côté, on va faire tout ce qu'on peut, dans tous les cas, que ça marche pas, on s'en moque. Jusqu'où peut-on aller comme ça? Sinon, qu'est-ce qu'il faut? Quelle alternative pour trouver tout de même une solution et sauver, comme qui dirait, les meubles? Donner au moins la chance au Congo-Brazzaville de se refaire. Monsieur Perrin, mon point de vue est simple, il est net, il est clair. Ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Américains, ni les Chinois, ni les Russes qui viendront sortir les Congolais du marasme dans lequel nous sommes plongés. Ni même le FMI ou la Banque mondiale. C'est nous-mêmes les Congolais. Il y a deux choses. Où les dirigeants actuels se ressaisissent et se rendent compte qu'ils ont trop mal fait. Mais ce qui ne semble pas être le cas finalement. Pardon? Ce qui ne semble pas être le cas finalement, oui, puisqu'on les entend toujours dire, on les entend toujours dire que ça marche, ils ont bien fait, voilà. Pour eux, ça marche. C'est une hypothèse, mais une hypothèse que je présente quand même, à laquelle je ne crois pas. Je l'exclus d'emblée, mais je l'évoque quand même. Quand on dit qu'on pense que l'homme est perfectible, ben, pourquoi pas penser qu'il pourrait se ressaisir? Mais la pratique montre que cette hypothèse est totalement écartée. Parce que quand on voit que les gens se glorifient, s'autosatisfont, et pratiquement de rien, du ridicule, mais ça veut dire que pour faire un effort, il faut d'abord reconnaître qu'on a failli quelque part et prendre l'engagement de faire mieux. L'ensemble de la classe dirigeante actuelle, un ressaisissement, un sursaut. Donc, quand j'écarte cette hypothèse, je dis il reste la deuxième. La deuxième, ça veut dire que ce sont dans cette de se dire assez, ils ont trop fait en mal. Il faut stopper. Et comment? C'est par une organisation, c'est par une prise de conscience, c'est par une union sacrée. Et quand ce pouvoir saura que les gens n'acceptent plus d'être dirigés tels qu'ils font maintenant, et que les gens commencent à dire non, ça suffit. Je prends le cas des élections. On va aller là aux élections en juillet 2022. Qu'est-ce qu'on attend de ces élections? Le peuple sait, la majorité des Congolais sait que ça ne va rien changer. Ce sont les mêmes qui vont être élus. Comme on est sorti de l'élection présidentielle, on a mis en place un nouveau gouvernement, entre guillemets, mais un nouveau gouvernement qui n'a fait que reconduire les mêmes et pour continuer à faire la même chose. Vous savez, sur 151 postes de députés,
Il y a plus de 1000 candidats à la candidature au sein, rien qu'au PCT, plus de 1000 candidats pour devenir députés sur les 151. Et quand on sait que leur arme, c'est la tricherie, c'est la manipulation des résultats, vous êtes sûr que ces 1000 vont se déjuger et vont laisser la place aux opposants. Et encore, les opposants, c'est la deuxième, je disais, la deuxième hypothèse à deux variantes. Il y a la variante, la composante peuple et il y a la composante dirigeant, l'élite intellectuelle et politique. Est-ce qu'elle est unie? Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle est courageuse? Parce que souvent on dit non, le peuple a peur. Oui, mais le peuple a peur quand il n'a pas de dirigeant valable qui l'oriente, qui l'encadre et qui l'engage dans les combats politiques et qui sont conséquents. Pas des gens versatiles. Aujourd'hui, ils sont opposants, demain, ils sont de l'autre côté. Le peuple ne peut pas suivre. Il y a un manque de confiance, un déficit de confiance entre le peuple et l'élite politique dite de l'opposition ou l'élite intellectuelle qui était censée éclairer la lanterne du peuple. Donc, c'est cette hypothèse-là du peuple uni avec les leaders d'opinion, les leaders politiques, l'élite intellectuelle qui disent non, on en a assez, il faut changer. S'il faut aller aux élections, prenons d'assaut ces élections et mettons dehors tous ceux qui ont mal gouverné. En premier lieu, le PCT. Parce que c'est le plus grand mal du Congo aujourd'hui, c'est quand même le PCT, il faut le dire. Même si à l'intérieur, conscience, quoi, ils sont minoritaires ou ils sont dominés par les méthodes utilisées au sein de cet appareil. Déjà, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, une manifestation même des gens du PCT qui ont refusé de recevoir une délégation qui venait pour préparer leur campagne d'investiture des candidats. Je crois que ça s'était mal passé. Ce jour-là, on a vu les gens du PCT refouler leurs propres dirigeants en créant PCT Moyibi, PCT Moyibi. Alors, c'est déjà le début de quelque chose, ce sont des signaux, mais qu'il faut savoir capitaliser au niveau de l'opposition. Quand on a dit on va à Ouando, après Madingu, là encore, on a entendu des opposants dire non, il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. J'ai entendu un Gangios Mabios qui a parlé, dit cette fois-ci, c'est à Ouando qu'on va mettre la démocratie sur les rails. Mais depuis qu'il est revenu de Ouando, je ne l'ai plus entendu parler. Que s'est-il passé à Ouando? Et ceux des opposants qui n'ont pas voulu faire la politique de la chaise vide, ils sont allés, ils ont rempli les chaises. Qu'est-ce qu'ils ont transformé à Ouando? Ont-ils garanti la transparence des élections en juillet pour subordonner ça à la mise en place des conditions de transparence et d'équité? Puisque la situation, telle que vous venez d'ailleurs de la brosser, le Congo est dans une situation, je dirais, chaotique aujourd'hui, où finalement les Congolais ne savent plus à quel sens se vouer. De l'autre côté, ils diront le chien aboie, la caravane passe, et du côté de l'opposition, on pense, sinon on est en train déjà de projeter, pour qui veut une insurrection populaire, pour d'autres une organisation de quelque forme que ce soit, mais tout le monde est pratiquement d'accord de dire qu'il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Alors, à ce moment-là, vous êtes aussi président d'un parti politique de l'opposition, le Parti du Peuple, je rappelle. Vous, à votre niveau, concrètement parlant, comment entendez-vous, comment entrevoyez-vous finalement la fin de ce régime pour que les choses redémarrent? Que comptez-vous faire exactement? Bien, au niveau du pape, nous avons deux axes d'action.
Le premier, c'est l'implantation de notre parti, l'éducation de ces militants pour qu'ils aiguisent leur prise de conscience, parce que c'est quand on a suffisamment un degré de confiance élevé qu'on peut même non seulement comprendre mieux les choses, mais surtout vaincre la peur. Et donc, il faut que le parti suscite davantage d'adhésion, s'implante, éduque ses militants dans le sens des actions qu'il faut entreprendre pour mettre un terme à l'hégémonie de la mauvaise gouvernance, à l'hégémonie du crime, au mensonge, à tout ce qu'on sait qui sont utilisés comme moyens par le PCT et ses alliés pour se maintenir au pouvoir. Le deuxième axe, qui est aussi important, peut-être même le plus important, c'est développer une alliance forte avec tous ceux qui pensent comme nous qu'il faut qu'on surmonte la peur, qu'on s'organise ensemble pour mettre un terme à la situation actuelle. Et dans cette optique, nous nous rapprochons de tous ceux qui se disent partie de l'opposition, sans exclure. Nous disons que c'est au moment de poser des actes que nous allons nous distinguer entre ceux qui sont réellement engagés et ceux qui ne le sont pas. Il y en a qui sont, quand on parle, on est d'accord, quand on dit posant tel acte, ils reculent, ils trouvent des explications. En ce moment-là, nous, on sait que ceux qui reculent, ceux qui veulent se limiter seulement à parler et non à s'organiser et à adopter des actions concrètes, ne sont pas ceux qui vont être prêts à mener le peuple à la libération. Car au fait, la situation actuelle pour nous s'apparente à une situation où le peuple a besoin de se libérer de gens en bande organisée pour faire du mal, pour piller, pour torpiller tout ce qui est du peuple. Et il faut s'organiser en conséquence et trouver ensemble les voies et moyens pour... les voies, on les connaît, mais on ne peut toujours pas les livrer comme ça. Mais si on est ensemble, si on se concerte les uns et les autres et mettent leurs avis, on discute et on sort des plans d'action conjointes qui vont nous mener à la victoire. Et je crois qu'en 2016, on n'était pas loin de cette victoire. Tout à fait. Monsieur Jean-Pierre Agnangoy, oui. Est-ce que vous pensez qu'une idée, par exemple, l'union sacrée, serait possible de l'opposition congolaise telle qu'elle se présente aujourd'hui avec des partis de l'opposition, j'allais dire entre guillemets, qui ne sont pas, mais vraiment trop clairs, pas trop honnêtes, parce que dans le même temps, ils se disent de l'opposition et on peut les retrouver toujours en train de fricoter avec ceux du pouvoir. Est-ce qu'il est possible d'organiser une union sacrée au Congo-Brazzaville? Oui, je crois que nous n'avons pas d'issue, nous n'avons pas d'autre issue, sauf si, comme on vient de le vivre, ou on est en train de le vivre au Mali, en Guinée, au Burkina, où ce sont les militaires qui sont revenus à la page avec des coups d'État, que en général, on condamne tous les coups d'État, mais il faut aussi parfois se dire, si toutes les voies sont obstruées, c'est comme on dit, un chasseur, quand il va à la chasse, il a blessé un buffle ou un lion, mais à une distance, le laisser le temps de mourir et venir l'achever quand il est. Mais si vous l'agressez au moment où il a encore ses dernières forces, par certains cas, sont la conséquence même de la brutalité des pouvoirs en place. La violence parfois appelle le prône au pouvoir là. Mais c'est qu'on n'a pas besoin de planifier, et elle ne sera pas planifiée par les partis politiques, mais elle peut arriver. Parce que les militaires sont des citoyens, ils vivent dans le peuple, ils ont l'avantage d'avoir les armes, ils ont l'avantage de garder les chefs et tout. Mais à un moment,
qu'il y ait des groupes de militaires qui disent que c'est trop, ben, ça ne surprendrait pas dans les conditions comme les nôtres. Ce n'est pas ce que je ne suis pas là en train de faire la propagande des coups d'État, mais j'analyse objectivement ce qui peut justifier dans certaines circonstances que les coups d'État interviennent. Mais en tant que démocrate, pour répondre de manière claire à votre question de savoir si l'union sacrée est possible, je dis oui. Nous n'avons pas d'autre choix en tant que démocrate que d'arriver coûte que coûte à cette union sacrée. Elle commence toujours par un groupement restreint et qui va faire un travail et convaincre les autres. Nous avons à plusieurs fois revendiqué un dialogue national inclusif. Nous avons revendiqué la libération des détenus politiques pour décrisper le climat social, l'environnement politique national. Le pouvoir se sent tellement fort et sûr de lui-même qu'il ne trouve pas l'opportunité de s'asseoir avec les opposants, la société civile, les confessions religieuses, la société savante, pour réfléchir sur la situation grave que traverse notre pays et notre peuple. Pour eux, d'ailleurs, tout va bien. Surtout que maintenant, avec la guerre, le prix du pétrole va augmenter. Ben, ça fait leur bonne affaire. Ils souhaiteraient même que cette guerre dure longtemps. Vous voulez parler de la guerre en Ukraine et non de guerre? Oui, je veux parler de la guerre en Ukraine. Je vais y revenir, mais c'est une parenthèse, mais je vais y revenir. Peut-être que je vais terminer par là. Je disais donc que le pouvoir refuse le dialogue. Il crée des faux dialogues comme les concertations de Madingu au Wando, qui ne sont prévues nulle part par la loi. Il refuse l'organisation d'un dialogue tel que prévu par la Constitution. Alors, j'ai déjà commencé au niveau du pape, nous avons commencé à mûrir et à discuter avec les autres de l'idée d'organiser un forum citoyen qui, au lieu d'un dialogue avec le pouvoir qui ne veut pas, pourquoi diantre les autres forces de la société congolaise ne peuvent pas s'organiser pour se retrouver, faire l'état des lieux de nos forces, faire l'état des lieux de la situation politique, économique et sociale, adopter un certain nombre de mesures et avec ça, on se présentera devant le gouvernement pour dire voilà, nous avons réfléchi, voilà la situation telle que nous la considérons, voilà nos issues de sortie et on informe le peuple. Je crois que ça pourrait déjà être un pas de démarcation qui pourra essayer de créer les conditions de réconciliation entre le peuple et cette classe politique de l'opposition, les élites de la société civile, les intellectuels et tout. Si on fait une réflexion en dehors du pouvoir qui n'en veut pas, qu'est-ce qui peut nous l'empêcher? La Constitution, je crois, nous le permet. Tous les citoyens sont libres de se regrouper et de réfléchir sur la situation du pays. Le gouvernement n'a pas le monopole de la réflexion. Le gouvernement n'a pas le monopole de l'action. Ils ont certes les moyens de l'État qui gère mal, mais est-ce qu'ils ont le monopole de l'intelligence? Voilà donc pour moi, cette union sacrée peut commencer par là. Le gouvernement refuse un dialogue, il préfère des concertations, mais nous organisons-nous, comme à Diata, un dialogue alternatif sans le gouvernement et ses hommes. Et tous ceux qui veulent vraiment, qui pensent que le Congo est dans une situation difficile, retrouvons-nous, organisons-nous, pas à coup de milliards. Chaque structure, on désigne ses représentants et les prend en charge. On peut demander des concours peut-être pour avoir du papier, pour produire des documents et tout, mais voilà une approche qui est partagée au sein du pape et que nous avons commencé à partager avec les autres partis locaux. Et nous envisageons de les religieuses et que vraiment le gouvernement nous dise que les citoyens n'ont pas le droit de se réunir. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas d'armes
nous nous réunissons pour réfléchir sur les résultats de notre action. On les partagera aussi avec la communauté internationale. Mais sur l'Ukraine, à part l'aspect pétrole que j'ai évoqué, je disais que certainement pour ces gens qui vivent du pétrole, de la rente pétrolière, ils doivent voir la guerre du point de vue du pétrole et de l'argent qu'ils vont maintenant encaisser pour continuer à mieux vivre et à faire leurs extravagances. Mais ils ne voient pas d'autres conséquences au niveau de la paix mondiale qui est menacée. Quelles sont les incidences sur le Congo et quelles sont les mesures anticipatives que nous pouvons déjà adopter pour mettre, tant peu soit-il, notre population à l'abri des conséquences qui vont arriver. Je prends le Évidemment, c'est ce que j'allais vous poser comme question avec la guerre en Ukraine, où tout le monde s'accorde finalement à dire l'Afrique risquera de payer le prix le plus lourd et déjà les conséquences sont perceptibles. Le Congo qui a un tissu économique, j'allais dire, précaire, un système économique tout à fait précaire, à quoi peut-on s'attendre finalement? On peut s'attendre à des choses, aux conséquences très directes. Déjà, nous ne produisons pas assez ce que nous mangeons. Les hautes autorités nationales l'ont reconnu. Nous importons même ce que nous pouvons produire. Mais ce n'est pas tout de le dire. Je prends le cas du blé, du pain. Aujourd'hui, la plupart des ménages du Congo ne peuvent plus se passer du pain. Mais le pain est fabriqué à base de blé. Nous ne produisons pas le blé. Et si déjà le blé va augmenter en Europe et partout, qu'est-ce que ça va devenir au Congo? Avec le coût de la vie, bien entendu. Avec le coût de la vie et les revenus des Congolais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut anticiper. Il faut déjà préparer les Congolais à se passer du pain. Et il n'y a pas que du pain. Il y a plusieurs autres produits aussi qui vont connaître, bien entendu, cette augmentation. Mais bien sûr, je prends un exemple du pain. Après cet exemple, on peut l'étendre à d'autres produits. Nous savons produire le manioc. Nous savons produire le maïs, même si ce n'est pas assez. Nous pouvons produire autre chose et c'est de nous concentrer sur ce que nous produisons et éduquons déjà notre peuple à manger davantage ce qu'il produit que de dépendre de ce que nous ne produisons pas. Et ça, c'est déjà et c'est quoi ce que nous produisons, M. Jean-Pierre Alangoy? Je vous ai parlé du manioc. Le manioc, on en produit. Le maïs, on en produit. Ce n'est pas suffisant, mais on peut augmenter la production du maïs. Le maïs se produit en quelques mois. Le manioc, c'est pareil. Et le safou aussi. Bon, bien sûr, je ne voudrais pas parler du safou parce que c'est triste cette histoire de safou. Hein? Quand on a abattu les arbres fruitiers dans le Poul et qu'on vient après dire qu'on ne produit pas les safous, ce n'est pas sérieux. On produit les safous. Et on peut encore en produire plus. Moi, je peux vous dire que chez moi, j'ai des safoutiers. En ce moment, je mange même ce que je produis. Donc, je crois qu'il faut déjà travailler, informer les Congolais. Commençons à nous préparer. Sachez que le pain va augmenter. Il ne faut pas crier à le pain augmenter, mais est-ce que nous aurons les moyens d'éviter l'augmentation du prix du pain? Est-ce qu'on aura le courage d'agir, comme dit Mélenchon en France, qu'il va bloquer les prix? Qui va bloquer les prix chez nous? Personne ne peut oser bloquer les prix. Mais chaque Congolais, chef de famille, peut dire, moi, désormais, je ne mange plus le pain ou je mange très peu de pain. Je vais faire la farine de manioc, je vais faire la farine du maïs, je vais faire la bouillie de patates, la bouillie de taro, la bouillie de maïs au petit déjeuner. Bref, on peut manger des frites de bananes. Voilà pourquoi je posais la question de savoir comment doit-on faire pour que finalement, que les Congolais, j'allais dire, mettent quand même terme à ce régime qui
gère le pays de main de fer, comme on le sait, depuis des décennies. Puis tout à l'heure, j'ai rappelé que l'économie congolaise est une économie précaire. Et nous savons que d'ici là, à l'horizon, déjà, nous sommes en train, c'est ce qu'on nous dit, le gaz sera problématique au niveau de l'Europe. Or, nous savons que si le gaz devient problématique, ça veut dire que d'autres sociétés ne vont plus fonctionner. Et le Congo importe pratiquement tout. Et la fois dernière, je suivais d'ailleurs, je crois, la communication du Premier ministre qui disait qu'on importait jusqu'à 700 milliards par année. Donc, tout est importé au Congo-Brazzaville. Et donc, on va se retrouver très bientôt dans une situation où on ne pourra plus rien importer. Vous savez, les changements historiques, on ne les planifie pas comme en mathématiques. C'est des courants historiques, des courants sociaux. Peut-être que même le pain auquel nous faisons allusion peut créer une crise qui peut emporter un gouvernement. Comme au Soudan d'ailleurs. Ben voilà. Donc, je ne peux pas vous dire dans l'immédiat qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans les 2 mois ou les 5 mois qui suivent, on renverse ce gouvernement qui ne mérite que d'être renversé. Mais je dis, ce sont des cours de l'histoire, des phénomènes historiques. L'histoire elle-même créera les conditions, mais il faut éduquer la population. Là, nous parlons d'une crise qui va arriver. C'est déjà une manière de lancer un cri d'alarme, d'alerter la population. Ça fait partie de l'éducation. Et nous, en tant que parti politique, qui ne sommes pas au pouvoir, on ne peut que faire des alertes comme celle-là. Mais le gouvernement a des moyens d'aller au-delà des simples alertes. Ils ont les moyens pour agir. Mais nous, on ne peut qu'informer, sensibiliser, éduquer. Mais quand la crise va arriver, nous, on dira, voilà, on avait dit, qu'est-ce que le gouvernement a prévu? Rien. Ben, si la crise du pain, au lieu que ça amène les Congolais à chercher à manger plus congolais, peut engendrer une révolte qui peut entraîner le gouvernement, ben, je dirais bienvenue soit alors la crise du pain ou d'autres produits. En tout cas, merci Monsieur Jean-Pierre Anyangoy d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du Parti du Peuple, le PAP, et vous intervenez là sur, bien entendu, les événements, disons 45 ans après, les événements de mars 1977, entendu par là l'assassinat du président Marien Ngouabi, de l'ancien président de la République du Congo, Alphonse Massamba-Deba, du cardinal congolais Émile Biayenda et de bien d'autres personnalités qui finalement, aujourd'hui, ces assassinats ont un impact, dirais-je, très négatif sur la vie politique, économique et sociale du Congo-Brazzaville. En tout cas, merci donc d'avoir été avec nous. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir choisi Téléart TV. N'oubliez pas de liker. Merci à vous, Perrin, et merci. Je vous en prie, et je vous en prie, Monsieur Anyangoy. Et donc, n'oubliez pas non plus de vous abonner, surtout pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur Téléart TV. On se dit donc à très bientôt. Mais d'ici là, portez-vous très bien. Merci.